Monsieur le Président, cher Thierry, président ou directeur général? On va dire directeur général. Monsieur le directeur général, cher Thierry Devrez, merci, un immense merci au nom de l'AEFR et de toute l'assistance d'être parmi nous ce matin. Votre parole est à la fois pas si fréquente que ça, mais précieuse parce que vous avez une éloquence vive et on sait que quand vous abordez un sujet, vous ne trichez pas. Vous êtes un homme du droit et vous êtes un homme de l'assurance et du mutualisme, de l'assurance et de la réassurance. Votre parcours est bien connu, mais il est aussi beaucoup lié à Covea. Et c'est à ce titre-là que nous sommes très très honorés et très heureux de vous accueillir ce matin, à la fois pour que vous nous disiez un petit peu l'intérieur de Covea aujourd'hui, Covea en France, Covea en Europe, Covea dans le monde, mais aussi évidemment tout ce qui bouscule l'assurance, son rôle comme investisseur de long terme, sa contribution à cette fameuse union de l'épargne et de l'investissement. Et puis, bien sûr, vous êtes ici à l'AEFR, votre maison, un think tank ou un cercle de réflexion sur la régulation financière, qui a vocation à la fois à essayer de porter des sujets qui montent, par exemple la couverture des grands risques, et aussi à rebondir sur des préoccupations qui sont celles des membres, non pas pour faire des copier-coller des plaidoyers menés à Paris ou à Bruxelles, mais pour essayer d'avoir des angulations un peu originales et qui permettent de faire progresser les métiers au service du financement de l'économie. Je ne veux pas être plus longue, je vous donne la parole et puis pour un exercice de présentation et ensuite vous aurez droit, dans une assistance fournie et de qualité, à un jeu de questions-réponses. Alors, d'abord, merci beaucoup de cette présentation à beaucoup d'égards trop élogieuse. Donc, je vais essayer de me ramener au niveau habituel qui est le mien. Ça va proposer une difficulté majeure. Peut-être il est intéressant pour les personnes qui ne sont pas au sein de Covea d'expliquer pourquoi un groupe mutualiste français a un jour décidé de se porter acquéreur d'une grande compagnie de réassurance et qui donc opère sur des marchés, sur des risques qui sont inusités par rapport à la culture qui est celle du groupe mutualiste. Alors le plus simple, c'est de repartir de la situation, je dirais presque native de Covea. Je ne remonte pas, pour ne pas vous lasser, en tout cas essayer de ne pas vous lasser, fondation des mutuelles en 1819. Ça risquerait de vous assoupir, même si on est le matin, pour en abuser. Je partirai de 2005. Ce qui se passe en 2005, c'est que Covea prend une forme qui est à peu près aujourd'hui celle que Covea a en France. Autrement dit, c'est le rassemblement de MAPF, MMA, Azur, faut pas l'oublier, même si c'est un pan de l'histoire, et GMR. Les caractéristiques de ce rassemblement font que nous sommes avec une position sur le marché français qui est importante et qui est jugée suffisamment importante par l'autorité de la concurrence pour nous demander de ne plus venir procéder à des acquisitions externes en France sur ce que nous on appelle nos gros métiers que sont l'auto, l'habitation, la protection juridique, etc. Et pourquoi est-ce que j'évoque ce point? Parce que je pense qu'il n'y a pas de stratégie dans l'absolu. La stratégie est nécessairement idiosyncratique, en fonction des caractéristiques, des données, des besoins, des facultés qui sont celles de chaque groupe. La stratégie est forcément différente. Or, cet élément que je viens de mentionner,
cette interdiction de procéder par croissance externe sur le marché yard est un élément important, puisque, pour balayer rapidement le reste du spectre, il n'y a pas grand-chose à vendre en ce moment en assurance vie. C'est pas un appel, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis la santé, je le dis les choses un peu crûment peut-être, c'est un domaine dans lequel nous n'avons en tant que complémentaire qu'un rôle subordonné. Nous sommes en réalité une tolérance à la surface de la sécurité sociale, avec des libertés, des caractéristiques qui ne sont pas celles d'un assureur au sens plein du terme. Donc, le segment sur lequel il ne nous a pas paru opportun de procéder à de la croissance. Une fois qu'on a dit ça, on constate avec beaucoup de simplicité et de facilité que il faut sortir de France. Puisque si on veut faire de la croissance, si on veut pas faire de croissance, donc il faut sortir de France. Et là, sortir de France, pour simplifier, il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est le chemin de l'acquisition d'autres compagnies d'assurance dans d'autres pays et qui feront peu ou prou la même chose que ce que nous faisons en France. Il y a plusieurs écueils. Le premier écueil, c'est la position sur le marché. L'expérience montre que avoir planté un drapeau un peu partout, avec des tailles sur chaque marché qui n'est pas suffisante, n'est généralement pas un gage d'efficacité et un gage de prospérité économique. On peut appeler ça aussi la théorie des confettis. Nous ne voulions pas avoir des confettis un peu partout dans le monde. Deuxième caractéristique, notre culture. Notre culture, elle est mutualiste, c'est-à-dire simple. Je ne parle pas des instances de gouvernance, hein. Qu'il n'y ait pas de méprise. Bon. Mais notre culture assurantielle, elle est simple. Or, notre culture peut se ramener à, quand une filiale a des soucis, on envoie des troupes et de l'argent. Ce qui est à peu près à rebours de ce que font les groupes efficaces à l'international. Quand une société filiale a des difficultés, il n'est pas absolument invraisemblable qu'elle soit vendue. Or, nous, la vente, c'est quelque chose qui est un déchirement. On a du mal, nous les mutualistes, à vendre. Et ça fait partie de la culture. Mais cette partie de la culture est, à l'international, plutôt une faiblesse qu'une force. Ça, c'est donc les premiers considérants sur notre situation. Ensuite, sur le risque primaire, nous considérons que nous avons une exposition à ce que j'appellerais différents périls. Non pas au sens des périls secondaires de la réassurance, j'y viendrai si vous avez des questions, mais des périls par rapport à ce que nous voyons du marché. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Je parle des gros marchés pour Covéa. On a d'abord l'irruption d'acteurs qui jusqu'alors ne s'intéressaient pas à l'assurance. Il faut s'interroger sur le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ce beau métier que nous pratiquons tous, ou que nous aimerions pratiquer, intéresse d'un seul coup tellement de gens? Bien entendu, il y a le côté esthétique, c'est un beau métier. Il y a le côté intelligent, c'est un métier intelligent, etc., etc. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Il me semble davantage que ça vient de l'évolution dont nous avons pratiqué depuis maintenant un demi-siècle, 40 ans, notre métier. Auparavant, nous étions dans un champ de concurrence relativement bien identifié. À savoir, nos concurrents étaient nos confrères, et réciproquement. C'est simple, et c'était comme ça parce que nos relations avec nos sociétaires, avec nos clients, se ramenaient intégralement à des flux financiers. Personne ici dans la salle ne s'en souvient, mais il y a 50 ans, un sinistre automobile,
L'assuré, il se débrouillait. Il faisait remorquer sa voiture, il appelait le garagiste, il trouvait ce qu'il pouvait pour se transporter pendant le moment où le véhicule était immobilisé, et l'assureur, grand seigneur, lui envoyait un chèque ou, pour les plus modernes, un virement. Et c'est tout. Et puis, progressivement, mais je vais pas égrener toute cette histoire, nous sommes rentrés dans une culture qui est une culture du service. Et aujourd'hui, personne confronté à un dégât des eaux, à une panne de voiture, à une collision avec un de ses semblables, n'imagine devoir s'occuper de tout cela. Et un assureur qui aujourd'hui se contenterait d'envoyer un chèque serait un peu disqualifié par rapport à ses compétiteurs. Donc, ce mouvement a été un mouvement d'ensemble. Mais ce qu'il faut bien voir, en tout cas, nous, c'est ce que nous pensons, c'est qu'en agissant ainsi, nous avons modifié le champ concurrentiel de l'assurance. Autrement dit, on a attiré l'œil, on a attiré, je dis pas les convoitises, parce que c'est des gens qui sont à l'abri de ça, d'autres agents économiques qui se sont dit, mais qui sont ces personnes qui, j'ai focalisé sur l'automobile, réparent la voiture que j'ai fabriquée. Il y a un slogan bien connu, qui mieux que Losange peut réparer votre voiture. Et je vous promets qu'ils y croient. Et ils y croient tellement que tous les constructeurs ont dans leur carton, ils l'ont dit, des projets pour développer une activité d'assurance. Donc, vous voyez que on est confronté à, d'abord on a eu l'irruption des banques pour d'autres raisons. Hein. Au tout début, les raisons pour lesquelles les banques sont intéressées à l'assurance, c'était un problème de sureffectif, la fréquentation des agences étant déjà en attrition. Pour occuper une partie des équipes, on a trouvé que le métier le plus proche, le plus cousin, le plus voisin, était l'assurance. Ça marche, ça marche. On ne peut que constater le succès des banques assureurs dans notre profession. Donc nous pensons que d'autres concurrents vont arriver, et en particulier les constructeurs d'automobiles. Ils auront d'autant plus de capacité à le faire que jusque-là, ils ont failli dans cette perspective. Ils ont failli, sans doute pourquoi? Parce que le temps commercial, contrairement à ce que pensent parfois les pouvoirs publics, est limité. Il est limité, il n'est pas extensible à l'infini, et quand vous êtes vendeur d'automobile, vous êtes payé à la commission, il vaut mieux vendre une automobile de plus que de vendre un contrat d'assurance de plus, ce qui, au passage, vous prend autant de temps pour vendre le contrat d'assurance que pour vendre l'automobile, et vous procure une commission qui est somme toute plus modeste pour l'instant. Aujourd'hui, quand vous considérez, là je focus sur le marché français, 65% des voitures neuves sont vendues avec un mécanisme LOA ou LDD. On est déjà à 4% du marché de l'occasion avec ce mécanisme de LOA-LDD. On était de 0,2 il y a 3 ans. Donc, vous voyez que ce mode de financement est un mode de financement qui connaît un grand succès. Or, je reviens sur mon temps commercial disponible, il est d'une extrême facilité d'insérer dans ce qu'on appelle en globish les packages de l'assurance dans le package de financement, de l'acquisition, location, etc., du véhicule. C'est un peu comme on fait auparavant les fabricants de yaourts. Vous mettez dans la voiture des vrais morceaux d'assurance, comme on mettait des morceaux d'ananas. Et ça paraît pas être totalement impossible. Donc, on voit très bien se caractériser un risque. Je crois, mais je parle sous le contrôle de Thierry, il existe un pays dans le nord de l'Europe, la Suède, dans lequel un constructeur a entrepris cette démarche. Ce constructeur, évidemment, c'est Volvo.
même si maintenant il appartient à un constructeur chinois, mais peut-être que le consommateur suédois n'est pas aussi susceptible que le français, qui se bat quand Cochonou est racheté par un fonds d'investissement chinois à un fonds d'investissement américain, découvrant au passage que Cochonou n'est plus, depuis bien longtemps, sous drapeau français. Bon, des tragédies dont on méconnaît l'importance, mais bon, passons. Bref, je reviens en Suède. Volvo a pris à peu près 35% du marché de l'assurance auto en 7 ans. Ma question est, au nom de Covea, si nous sommes confrontés à un événement comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Quelles ressources, quels dispositifs, quels moyens nous avons? D'autant que il ne faut pas oublier que quand une personne achète une automobile, ce qu'elle veut, c'est l'automobile. C'est pas l'assurance de l'automobile. Le désir est lié à l'objet automobile. Il est, à part pour nous dans cette salle, peut-être, moins lié au désir d'assurance. Nous, on est exemplaires. On aime l'assurance. Donc, on achète d'abord de l'assurance et puis on se dit qu'il faut bien la greffer sur quelque chose et seulement après on achète une voiture. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ne le croyez pas. Si vous êtes arrivé ce matin en pensant que les gens préfèrent acheter de l'assurance qu'une automobile, balayez cette certitude qui vous honore, mais balayez-la quand même. Donc, nous sommes très tard dans la chaîne du désir, donc dans la chaîne d'acquisition de l'objet. C'est vrai aussi pour l'habitation. À partir de là, vous voyez se profiler un risque. Le risque, c'est que si nous procédons, nous, Covea, à des acquisitions en dehors du territoire national, d'entreprises qui font la même chose, nous aurons le même péril. Pourquoi? Parce que les constructeurs, ils vont vouloir distribuer leurs produits d'assurance un peu partout où ils vendent des voitures. Or, à part un ou deux, les constructeurs sont planétaires. Donc, ils vont avoir besoin et ils vont, je ne connais pas l'ordre de la procession, je ne sais pas quel échelonnement ça prendra dans le temps pour mettre en place ce dispositif, mais il est quand même assez difficile d'imaginer, à moins de rêver, qu'ils vont épargner tel ou tel marché en disant, bah non, là, dans ce pays-là, les assureurs sont tellement adorables qu'on va pas leur faire des niches, on va les laisser continuer comme avant. Ça, c'est une fable pour les enfants, et il y a beaucoup moins d'enfants dans l'assurance qu'il n'y paraît. Nous, se porter acquéreur d'une entreprise d'assurance hors du territoire, ça veut dire finalement dupliquer le risque, dupliquer le péril. Donc, ça n'est pas un facteur encourageant pour le faire. Autre considération, qu'est-ce qui intéresse donc les constructeurs? J'ai cité tout à l'heure le pitch, le slogan du losange, c'est de réparer la voiture. Et c'est tout. C'est tout. Le constructeur, il est intéressé par changer un pare-choc, changer une pièce de moteur quand il y en a, ou une batterie maintenant, changer un rétroviseur, etc. Le reste, il n'en veut pas. Et vous voyez se profiler une distribution du rôle des agents qui vont couvrir ce type de risque entre en gros, les charabiotes chez nous, la fréquence et l'intensité. Ce qui intéresse les constructeurs, c'est évidemment la fréquence et c'est surtout pas l'intensité. Conserver les gros corporels, conserver les grands périls climatiques, conserver des événements naturels style tremblement de terre, ne nous intéresse absolument pas. Ils vont au contraire, pour ce type de risque, acheter des protections. Mais ces protections, ils vont les acheter à qui? Est-ce que c'est pas impossible? Moi, je travaille pas comme prophète à plein temps, ni même à mi-temps. Bon, je ne dis pas ce que je vous raconte, ce sont des certitudes, c'est des hypothèses sur lesquelles nous avons fondé la croissance externe de Covea. Rien de plus. Rien de plus. D'accord? Donc, c'est un point de vue que nous assumons au sein de Covea, mais c'est un point de vue. Donc, je reviens sur mes fameux constructeurs. Est-ce que ils vont faire le tour des différents pays
et demander à tel ou tel, dans chaque pays, de bien vouloir couvrir la frange de risque d'intensité. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être pas parce qu'il existe un chemin beaucoup plus direct, et que ce chemin beaucoup plus direct, aujourd'hui, pour combien de temps ça durera, on l'appelle la réassurance. Si vous êtes un constructeur automobile, que vous êtes intéressé par la fréquence, que vous ne voulez pas conserver l'intensité, est-ce que le plus simple pour vous, finalement, en utilisant les courtiers, évidemment, n'est pas de demander des couvertures sur les grands corporels, etc., à un réassureur, qui lui pourra vous proposer une couverture qui sera au moins continentale. Donc, vous voyez qu'on est tout doucement tiré vers un mécanisme de croissance qui est un peu différent et qui donc est, en l'occurrence, la réassurance. On pourrait, pardon, on pourrait aussi évoquer même, je pense que la temporalité n'est pas la même. On pourrait évoquer aussi un risque du même ordre, en tout cas assez similaire, qui concerne l'habitation. Je peux, pour m'amuser, essayer de vous faire sourire, décrire un sinistre qui se passera dans 40-50 ans. D'accord? Dans 40-50 ans, votre compagnie d'eau vous appellera pour vous dire, Monsieur Dupont, voilà, j'ai un capteur qui me dit que il y a un joint qui va éclater. Si vous voulez, j'interviens. Et c'est totalement indolore pour vous. Évidemment, je suis, moi, fournisseur de fluide, hein, gaz, électricité, eau dans mon exemple, le porteur du risque de fréquence. Bon. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura, encore une fois, à part nous deux, peut-être quelques-uns ici, beaucoup de personnes qui vont répondre, pas du tout. Je veux pas vous voir. Je ne veux pas vous tripotiez le joint de mon robinet. Je vais attendre d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux dans mon salon. D'accord? Je vais enfin pouvoir appeler mon assureur, qui va m'envoyer un expert, qui va commencer par me dire, faut attendre, il faut que ça sèche. Ensuite, il va me dire, bon, bah voilà, il y aura tel travaux. Je pourrais enfin appeler un peintre, je pourrais appeler un menuisier, etc., etc. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça sera plus loin? Parce que ça suppose un progrès dans la domotique qui aujourd'hui existe, mais qui est beaucoup moins rapide que dans l'automobile, tout simplement parce que le rythme de construction, c'est 1% de logements neufs à peu près, hein, en moyenne en bonnes et mauvaises années, par an. Donc on a du temps avant que les logements soient équipés, etc. Mais quand même, on doit avoir cette chose-là en perspective. Donc on voit bien que toute cette série d'agents sont intéressés par la fréquence et pas par l'intensité. Une autre considération qui tient au métier. Donc, Claire-Vanche, la gentillesse de me rappeler, ça fait 30 ans que je suis dans le circuit. Je vais donc prendre un état d'il y a 30 ans. L'état d'il y a 30 ans, c'est que nous avions, à l'époque, 20% du portefeuille auto qui était sinistré chaque année. C'était pas exceptionnel, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'était grosso modo la moyenne du marché. On avait un cinquième de nos sociétaires qui nous plantaient un sinistre dans l'année. Alors évidemment, vous m'entendez, quand je dis sinistre, c'est petit ou grave, plutôt petit en nombre. Aujourd'hui, nous sommes aux environs, et à peine, de 12%. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'élimine d'abord, mais il faut le mentionner, un phénomène qui est sans doute un phénomène mineur, qui est la coercition. La coercition, c'est limitation de vitesse, permis à point, etc., le contrôle technique. Tout ça, c'est de la coercition sur le conducteur, qui fait que, en tout cas, ça tend à être démontré, il est un peu moins farfelu qu'il l'était dans notre jeunesse. C'est pas seulement le fait d'avoir gentiment vieilli, mais ça s'est diffusé dans toute la société. Mais le gros moteur de cette progression, que c'est une progression en termes de vie humaine, de tracas, d'ennui, c'est les progrès faits par les constructeurs automobiles. Une automobile d'aujourd'hui, en termes de sécurité, n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 30 ans. L'ABS
qui, dans mon enfance, était considéré comme un luxe absolu, le gars qui pouvait faire le tour du parking avec l'ABS, était considéré comme une sorte de seigneur de son arrondissement. Il avait l'ABS. Aujourd'hui, j'ai pas regardé, pardonnez-moi, mais je pense que si la voiture n'a pas l'ABS, elle n'est pas autorisée par les l'Émile à circuler. Donc, vous voyez, tout ce champ de progrès, enfin, je vous épargne les maintien dans les fils, freinage automatique qui de plus en plus se répandent, etc. Bon, et c'est très bien. Mais pour nous, sans aller jusqu'à les voitures autonomes à 100%, où personne ne sera conducteur, mais même avec les différents crans d'autonomie, 1, 2, 3, 4, 5, on voit bien que de plus en plus de fonctions du conducteur sont délestées au profit du véhicule. Et que le véhicule, c'est dur à admettre pour un être humain, et pour l'instant j'en suis là, il est quand même plus efficace que nous. Donc, ça a beaucoup réduit la fréquence. Or, qu'est-ce que ça veut dire pour les assureurs? Ça veut dire que notre chiffre d'affaires ne progresse que parce qu'on a un dérapage des coûts. C'est parce que les coûts moyens augmentent, et qu'en fait les véhicules sont plus chers. C'est plus cher de réparer un véhicule d'aujourd'hui, en partie grâce à tous ces équipements, que ça ne l'était il y a 30 ans. Donc, on peut se consoler en disant que le chiffre d'affaires, non seulement ne diminue pas, mais augmente. Mais, quand on regarde notre matière première, qui, parfois sans souvenir, notre matière première, c'est le sinistre. Pas de sinistre, pas d'assurance. Je ne dis pas que je rêve d'un monde qui soit totalement sinistré. On n'en est pas loin, mais c'est pas grave. N'oublions pas, dans les projections que nous faisons et dans les études sur le développement externe, que c'est une donnée importante. Une matière qui va en se rétrécissant doit nous interroger. Qu'est-ce qu'on fait à partir de cet élément-là? Alors pour nous, la réponse a été, vous la connaissez, d'aller vers la réassurance. Alors, premièrement, on a appliqué la même règle que ce qu'on imagine être nécessaire. Nous voulions procéder à l'acquisition d'un réassureur de bonne taille. Pourquoi? Parce que, comme sur les marchés domestiques, si vous êtes un réassureur plus modeste, vous n'avez pas la maîtrise de vos tarifs et vous n'avez pas la maîtrise de vos programmes. Vous êtes forcément suiveur et sans jeter d'opprobre sur les grands courtiers ou les confrères réassureurs, c'est pas forcément les programmes les plus intéressants qu'on vient vous proposer quand vous êtes tout petit. Je ne sais pas pourquoi. Ça paraît être une fatalité, mais quand vous êtes petit, on vous appelle volontiers pour faire les compléments des mauvais programmes, et de temps en temps, on vous en donne un bon pour que vous ne mouriez pas, parce qu'il faut quand même garder les petits, etc., etc. Bon, il y a un peu de cynisme, mais nous, on voulait justement éviter ce cynisme du marché et acquérir un réassureur de bonne taille. L'autre élément, c'est que ça permet une couverture qui règle pour nous la dimension internationale du groupe. Puisque nous avons éliminé les opérations de croissance externe dans d'autres pays, la réassurance a ce charme ou cette caractéristique d'être instantanément internationale. Depuis que nous n'avons plus Charles Pasqua, les particules ne s'arrêtent plus aux frontières. Avant, quand on avait Charles Pasqua, il indiquait aux particules que quand elles voyaient le panneau douane, elles devaient s'arrêter, douane française, hein, les autres on s'en fout, mais douane française, les particules s'arrêtaient. Tchernobyl. On a perdu ce savoir. Les ouragans, les tempêtes, n'ont plus cette discipline qui les amène à s'arrêter quand ils voient douane française. C'est regrettable, mais c'est un fait. Et donc, forcément, quand vous êtes en position de réassureur, vous avez une couverture qui est une couverture transnationale. Donc, vous avez réalisé cette internationalisation dont nous considérons qu'elle était utile pour le groupe.
La réassurance, c'est un métier à la fois passionnant, je ne peux pas dire autre chose ici évidemment, d'autant que je le pense profondément. C'est poser la question pour nous, à partir du moment où on procède à l'acquisition d'un réassureur de grande taille, donc pour ordre, Partner est le 10e réassureur mondial, c'est à peu près 9 milliards de dollars d'encaissement, sachant que le 11e, China Re, est à peu près 4 milliards et demi d'encaissement, on est dans la bonne partie du peloton. Bon, on a des grands compétiteurs, vous les connaissez tous, et je voudrais surtout pas profiter de cette matinée pour faire de la publicité pour les confrères. Donc, c'est un réassureur de grande taille. Mais qui dit réassureur de grande taille dit présence aux États-Unis. Or, les États-Unis, même avant le 20 janvier dernier, c'est un pays compliqué. Maintenant, nous nous sommes posé la question, les États-Unis, c'est 56% des primes d'assurance non-vie payées dans le monde. 56%. Autrement dit, si vous êtes réassureur, et si vous posez comme principe, voire comme dogme, de ne pas être opérateur aux États-Unis, vous vous privez mécaniquement de 56% du marché. Question, comment est-ce que vous accédez à la première division en vous étant amputé d'une capacité de 56% du marché? Ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Deuxième considération, c'est que les États-Unis ne sont pas un seul marché. Il y a 50 États. Et contrairement à des engagements dont on m'a dit qu'ils les avaient pris, donc oui, j'y vais prudemment, le président Barack Obama, ses successeurs n'ont jamais trouvé le temps de mettre en place un régulateur fédéral. Faute de disponibilité, faute de passage possible au Congrès, je ne sais pas. J'imagine pas que ce soit pour laisser des prébendes au gouverneur qui, dans un État sur deux, nomme le commissionnaire aux assurances, mais c'est comme ça. Donc c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, et la réglementation n'est pas du tout la même si vous êtes en Californie, si vous êtes en Arizona, si vous êtes au Massachusetts, par exemple. La Californie, dont chacun sait qu'elle est une terre de liberté absolument extravagante, la preuve, c'est là-bas qu'est la Silicon Valley, et qu'on invente tout ce qui va changer notre vie demain. Eh ben, en assurance, c'est un peu différent, puisque vous ne pouvez modifier les tarifs d'assurance auto à la hausse comme à la baisse qu'après avis conforme du commissionneur, et cet avis conforme ne peut être obtenu que si vous déposez un dossier avec 6 mois d'antériorité. Par exemple, vous êtes trompé en tarifant les Dodge, Dodge, hein, avec un D, pas Dodge Musk, hein, d'accord. Vous êtes trop cher, vous n'avez vendu aucun contrat. Ben, vous devez quand même attendre et justifier. Pendant 6 mois, vous n'avez vendu aucun contrat. Et le commissionneur n'est absolument pas tenu par vos demandes. Si vous demandez une baisse de 10, vous pouvez très bien repartir avec une baisse de 5 et vous estimez heureux. Mais comme vous pouvez revenir encore pendant 6 mois, vous voyez l'inertie que ça met sur le marché. Et c'est vrai à la hausse comme à la baisse. Un État voisin, en Arizona, c'est un peu différent puisque là, vous ne pouvez pas résilier un contrat auto. Simple, efficace, mais les prix sont libres. Donc il nous est arrivé d'envoyer des quittances à $1 million pour assurer la voiture. Alors, à moins de tomber sur un fou, normalement il va comprendre qu'il faut qu'il change de compagnie. On n'a jamais rencontré, hein, Thierry, je pense, de citoyens de l'Arizona qui payent $1 million pour sa voiture. Encore, c'est peut-être à venir. Ouais. Comment? Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Bon, ça c'est l'Arizona. Vous avez le Massachusetts. Massachusetts, bon, c'est relativement simple. Les tarifs sont fixés par l'État. C'est l'État qui fixe les tarifs d'assurance auto. Point. Donc, vous voyez, cette mosaïque que sont les États-Unis,
Donc quand de temps en temps on nous dit les États-Unis font, ah bon, ok, ça c'est bien pour des questions que j'appellerais stratégiques, géopolitiques, etc. Mais gardez à l'esprit que le continent américain, uniquement les États-Unis, avant même l'annexion du Canada, c'est vraiment un univers pour l'assurance qui est totalement fragmenté. Alors, les grands, les grands sujets pour la réassurance, ils sont pas d'une totale nouveauté, évidemment. Sauf un, je vais y venir. On a tout ce qui concerne les périls climatiques, et vous voyez que on a eu les incendies en Californie. Les incendies en Californie, l'estimation des coûts assurés, c'est environ 40 milliards de dollars. Un terme de comparaison peut être euh, un ouragan. Les petits ouragans de l'automne 24, donc qui répondaient au nom de Hélène et de Milton, ont coûté l'un à peu près 22 milliards de dollars et l'autre un peu moins de 35. Donc finalement, ces incendies de Californie, même si c'est un événement d'une nature différente, c'est malgré tout un coût approchant d'un, on va dire, un cyclone moyen. J'ai pas dit bas de gamme, mais moyen. Et pourtant, les prix n'ont pas bougé. Donc ça veut dire, à contrario, que sans les incendies de Californie, on aurait pu anticiper une diminution des prix en réassurance. C'est ça la mécanique du marché. La mécanique du marché, c'est aussi, en fait, il y a trois grands moments pour les renouvellements. Il y a le 1er janvier, l'Europe et une partie des États-Unis. Il y a le 1er avril, qui correspond à la fin de l'année fiscale au Japon. Et puis, il y a le 1er juillet, qui correspond à des renouvellements aux États-Unis, notamment sur ce qui est les tranches climatiques, puisque, évidemment, on est estimé de part et d'autre, que ce soit les cédantes ou les réassureurs, judicieux de procéder au renouvellement avant la saison des ouragans. Là, tout le monde est à égalité. 1er janvier, on sait où sont les ouragans, ce qu'ont été les ouragans sur la côte de Floride, le golfe du Mexique, on dit encore. Le golfe d'Amérique, non? Je sais plus bon. Vous voyez où c'est, quoi. À côté de Cuba. Bon. Nous, c'est un marché qui obéit à ce cadencement. Aujourd'hui aussi, un des phénomènes que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de capitaux en réassurance. C'est assez impressionnant d'ailleurs. L'augmentation des capitaux alloués à la réassurance a été à peu près de 12% entre 23 et 24. Ça montre un appétit des marchés et des investisseurs pour ça. Une autre caractéristique, c'est que les primes ne représentent que 70% des capitaux propres des compagnies de réassurance. Vous voyez l'inversion par rapport aux assureurs primaires. Les assureurs primaires fonctionnent avec des capitaux propres qui sont beaucoup moins importants si on les rapporte à leurs primes. En réassurance, c'est totalement inversé, pour la plupart, c'est inversé, et vous avez plus de capitaux propres que vous n'avez encaissé de primes. C'est ce qui permet, évidemment, d'encaisser, au sens box du terme, la volatilité. Si vous n'avez pas une capitalisation suffisante, il est très difficile de pouvoir absorber cette volatilité. Et j'en viens à la volatilité, qui est en fait la ligne de partage entre les assureurs et les réassureurs. Et là, le paysage est assez composite. Vous avez des assureurs primaires qui sont très, très réfractaires à la volatilité. Et parmi ces assureurs primaires réfractaires à la volatilité, il faut faire figurer les compagnies qui sont cotées. Leur sujet principal, c'est quand même la régularité, si possible, du dividende. Or, la volatilité vient perturber cette marche royale vers un dividende qui, peut-être dans un idéal étrange, s'apparenterait à un coupon d'obligation.
mais je sais pas. Et donc, on a une clientèle différente selon qu'on est en présence d'acteurs de l'assurance qui vont accepter de la volatilité ou, au contraire, essayer de la voir fuir. Les derniers renouvellements, en 23 déjà, en 24 aussi, ont montré que la répartition avait changé. Les assureurs primaires, pour des raisons de coût, ont été amenés à accepter davantage de volatilité. Autrement dit, ce qu'on a fait, c'est que, en gardant à peu près les mêmes tarifs, en les augmentant un peu, on a fait monter ce qu'on appelle le point d'attachement et que un citoyen lambda appelle la franchise. Mais comme point d'attachement, ça a plus d'allure que franchise, il faut pas se mettre toujours au niveau le plus bas. Donc nous, on dit point d'attachement. Comme ça, personne ne sait ce que c'est, à part quand on est dans le métier. Mais bon. Mais si vous étiez un client quelconque, etc., d'une compagnie d'assurance, bah, en gros, c'est votre franchise, quoi. Donc, on a monté la franchise des compagnies d'assurance. Donc, ça veut dire que sur cette frange-là, elles nous acceptent mécaniquement beaucoup plus de volatilité. J'ai évoqué rapidement, en vous promettant que j'en dirai 2 mots, les périls que sont les ouragans, les cyclones, les tremblements de terre, c'est une chose. Mais ça, on voit à peu près à la fois des tendances d'augmentation des fréquences liées au changement climatique. On voit aussi l'augmentation des coûts. Mais là, franchement, il y a une grosse part qui est liée à l'enrichissement de la planète. Le produit brut mondial de l'année dernière n'est pas le produit brut mondial d'il y a 50 ans. Donc, évidemment, quand on projette des nombres, donc on juxtapose des nombres, c'est très impressionnant. Mais attention, on assure toujours une fraction du PIB finalement, puisque c'est la richesse accumulée que nous protégeons. Donc, sur ces risques-là, on voit discerner à peu près les changements. Il y a un risque qui est aujourd'hui totalement énigmatique, évidemment, et je ne le dirai pas ailleurs que dans une instance aussi discrète que celle-ci. C'est le risque cyber. Le risque cyber, on est un peu quand même au balbutiement euh, dans la tarification, dans l'appréhension des conséquences d'un piratage, d'un risque cyber. Faut pas s'affoler. On va assurer le risque cyber, assurer et réassurer le risque cyber. La grande difficulté, en réalité, c'est le temps. La métaphore, c'est éventuellement celle, ou la comparaison, avec celle de l'automobile. Une des compagnies du groupe, née en 1819, avait dans ses activités l'assurance des fiacres. Et donc, le problème pour mes prédécesseurs, c'était trouver de l'avoine, trouver de la sellerie, trouver des maréchaux ferrants, etc., etc. Domaine qui, si nous y étions restés, ferait de nous aujourd'hui plutôt un assureur de niche qu'un assureur de masse. Faut le dire, faut le dire. Donc, qu'ont fait nos prédécesseurs, à Thierry et à moi, simplement, ils ont épousé le virage vers l'automobile. Mais au début, quoi est-ce qu'ils ont fait? L'automobile, c'est un instrument étrange. Il n'y a pas d'avoine. Il y a un peu de céleri. Les maréchaux ferrants sont moins utiles. Le cheval, on sait pas trop où il est, on ne le voit pas. On entend qu'il tousse, on entend, bon, on met un liquide dedans un peu étrange. Ah, au début, c'était l'électricité aussi, On met un liquide étrange, et tout ça, ça roule en pétaradant. Bon. Comment on qualifie le risque? Comment on arrive à l'estimer pour pouvoir le tarifer à un prix à peu près acceptable pour le client? La différence par rapport au risque cyber, c'est que ça a quand même pris un peu plus de temps. Et que il a été possible aux assureurs, tout doucement, de récolter des bases de données avant de proposer des assurances. Gardez aussi en tête que
l'assurance en France pour l'automobile est obligatoire à partir de 1958, le 1er janvier, la voiture avait 60 ans. Bon, on n'a pas 60 ans pour assurer le cyber. Compte tenu du poids, compte tenu de l'empreinte que représente ce type de risque, nous n'avons pas la même profondeur de temps pour essuyer les plâtres, nous tromper, corriger, etc. Donc pour moi, le véritable défi par rapport au risque cyber, c'est celui-là. C'est de ne pas avoir la même profondeur de temps que celle qu'on a eue dans le passé pour rencontrer un équilibrage entre notre qualification du risque, sa tarification et donc sa commercialisation en forme de produits d'assurance. Et puis, je terminerai sur ces quelques mots. Finalement, on peut se demander si nous n'assistons pas à une sorte de gigantesque flashback. J'entends par là que avant la Révolution française ou la Révolution américaine, l'assurance était dans des champs extrêmement étroits. L'assurance, c'était l'assurance maritime, c'était l'assurance des caravanes, des transports terrestres, et puis ça balbutiait dans les manufactures. C'est tout. Quand quelqu'un disait, s'il osait le dire, qu'il était assureur, personne ne lui demandait trop ce qu'il faisait. Tout le monde connectait ça à la chose maritime. Et puis, à partir en fait du début du 19e, ça a été progressif, l'assurance a capillarisé, jusqu'à venir assurer le moindre objet que nous portons sur nous, ou que nous avons en stock, ou qui aujourd'hui est notre virtuelle propriété, etc., etc. Et vous avez eu deux familles d'assureurs. Il y a ceux qui se sont dit, j'y vais. Ça suppose, j'embauche, j'ai besoin d'équipes gigantesques pour vendre les contrats, gérer les contrats, m'occuper des sinistres, etc. Et puis vous en avez d'autres qui ont dit, bon, moi, je suis très content dans mon bureau avec mes lustrines à compter mes millions, je veux pas faire ça. Et ils l'ont entendu. Et puis dans les années du milieu du 19e, finalement, ceux qui n'avaient pas fait le choix de capillariser leurs risques se sont dit, mais je pourrais aller voir ces confrères brillants, dynamiques, gays et entreprenants qui ont capillarisé et leur proposer de protéger leur bilan. Et à ce moment-là, il fallait bien distinguer, parce que l'être humain aime distinguer les différentes espèces qui l'entourent, il fait bien distinguer l'assurance de l'assurance. Et donc on a appelé les uns assureurs et les autres réassureurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est, au moment où on voit de nouveaux entrants, au moment où la fréquence risque d'être captée par d'autres agents économiques, j'ai évoqué les constructeurs, j'ai évoqué les fournisseurs de ce qu'on appelle en charabia anglais utilities, est-ce que finalement, ce qui est devant nous, j'ai pas la réponse, hein, j'émets une hypothèse. Est-ce que finalement, ce qui est devant nous n'est pas un gigantesque flashback qui nous ramènerait à ce qu'était l'assurance il y a très 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 longtemps? Il y a très longtemps, à 2 siècles et demi. C'est-à-dire protéger d'énormes concentrations de capitaux, le reste étant dévolu à d'autres mécanismes de réparation, de solidarité, d'efficacité sur le maintien de l'outil économique. Parce que pour un constructeur, si les véhicules ne sont pas vendus directement aux particuliers, finalement, l'analogie pour lui, ça sera de protéger les automobiles, qui seront un de ses outils, comme il protège ses machines-outils. Comme une usine a des équipements qui sont protégés, des tours, des fraiseuses, des étolimeurs, etc. De même, il protégera l'automobile, qui à ce moment-là, puisqu'elle ne sera pas nécessairement la propriété d'un individu, qu'on appelle nous aujourd'hui l'assuré, il n'aura pas besoin de ça. En revanche, il devra protéger, cette fois-ci, mais davantage comme un outil. Et donc, vous voyez la convergence vers
une situation qui, à beaucoup d'égards, peut rappeler ce qui était l'ancien temps que je suis dans cette salle, le seul à avoir connu. Je vous remercie. Un immense merci parce que c'est une belle matinale que vous nous offrez avec une compréhension, une anticipation, un éclairage de ce que c'est que le métier d'assureur et de réassureur. Je me souviens quand je suis venue vous rendre visite au moment où je prenais mes fonctions à l'AEFR, vous étiez dans cette problématique de ce basculement du métier et de cette compréhension du monde nouveau qui venait avec cette transformation qui a eu lieu depuis avec le développement de la réassurance. Donc, au nom de tous, un immense merci. Il nous reste une petite demi-heure pour un échange questions-réponses. J'ai évidemment quelques questions-réponses de prêtes, mais je veux pas frustrer l'auditoire. Donc, si les uns et les autres vous voulez vous manifester, donc il y a une première question là, et on va en prendre 3 en même temps. Hein? Bonjour, cher Percolius Kérénis. J'ai une première question qui touche à ce que vous disiez sur l'automobile. Une des difficultés aujourd'hui pour vendre l'assurance auto dans les garages, c'est le fait de questionner le client finalement, d'avoir son relevé d'information et donc la personnalisation. Est-ce que vous croyez que les constructeurs pourraient développer des solutions type assurance groupe ouverte? Et donc là, avec une appréhension globale, effectivement, aller dans votre sens et très rapidement. Alors, oui, ça me paraît possible. La difficulté me paraît être que il va y avoir un agrégat de risques qui peuvent aboutir à une moyenne coûteuse. C'est-à-dire que comme les risques vont bouger, ce sera pas inerte dans votre proposition. Les risques vont bouger, ils vont avoir une évolution négative ou positive. Ça va être difficile de surveiller cette évolution des risques. La comparaison, c'est avec une flotte. Vous faites rentrer dans d'autres types de véhicules, etc. Donc, effectivement, c'est une possibilité. Maintenant, je pense que commercialement, ça risque de moyenner à la hausse. Parce que, enfin bon, ça peut être un frein. Ça doit vous faire un prix moyen qui, en sécurité, va être un tout petit peu tiré vers le haut. Et donc, éventuellement, vous rendre moins compétitif qu'eux. Parce que tous les éléments dont on a besoin pour souscrire le contrat d'assurance, encore une fois, il suffit de les intégrer dans la location. C'est beaucoup plus simple. Au moment de la location, si on vous demande en plus votre relevé d'information assurance, vous n'avez pas machin. En plus, vous la voulez la voiture. Elle est belle. Elle est rouge. D'accord? Elle a des pare-chocs chromés. Donc, vous êtes prêt à tout. Donc, si au passage, on vous dit, tiens, si vous voulez la voiture rouge avec des pare-chocs chromés, etc., il nous faut votre relevé d'information d'assurance, tout de suite. D'accord? Donc, je pense que ça sera plus efficace de le faire vraiment directement dans le mécanisme de location. La crainte par rapport à votre hypothèse, c'est que ce soit moyenné avec une marge de prudence et que ce soit pas compétitif. Et à ce moment-là, les autres passeront sur le... Ouais. Bonjour, Jordi Feller. Si on suit l'évolution stratégique que vous esquissez, je dirais l'adhérent moyen sera probablement plus adhérent puisqu'il aura son assurance via un constructeur. Dans ce cas-là, quel est finalement l'avenir de l'aspect coopératif du groupe? Est-ce que finalement les derniers adhérents auront un rôle clé parce qu'ils resteront au cœur de la gouvernance, ou est-ce que de manière plus générale, par ailleurs, sur le marché du suivi en termes de protection juridique, etc., finalement, il y aura toujours une demande pour certains types d'assurances qui restera le cœur de l'aspect coopératif et mutualiste? C'est effectivement une grande question. J'ai mis moi l'accent ce matin sur l'automobile. Les autres branches ne nous paraissent pas devoir évoluer à la même vitesse que l'automobile. Le danger pour nous, c'est l'automobile. L'automobile, c'est 40% des primes. Non-vie, hein, dans le monde, et en France aussi. Bon, pour nous aussi.
Donc, il y a d'autres produits. Pour être sociétaire d'une des mutuelles du groupe Covea, il n'est pas besoin d'être titulaire d'un contrat auto. C'est pas réservé. C'est vrai pour l'habitation, c'est vrai pour la protection juridique. Et donc, ou aussi dans les familles, hein, ce qu'on appelle sur le marché la gave. Bon, tout ça donne une vocation emporte la qualité de sociétaire. Donc, je pense pas qu'il y ait de péril rapide sur le sujet. Mais encore une fois, c'est vrai que si on se projette sur un terme beaucoup plus long, à partir du moment, ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, peut-être de façon insuffisante, qui est-ce qui s'assurait au XVIIIe siècle? Des gens extrêmement riches, des puissances financières. Le reste ne s'assurait pas. Bon. Donc, si vous avez remonté la couverture d'assurance à l'étage, on va appeler ça les puissances financières, effectivement, vous avez une distorsion par rapport à la population. Et ça sera en effet une grande question. Maintenant, il serait quand même utile de réfléchir à d'autres mécanismes, mais ça, là, on glisse tout doucement vers le terrain politique et moins vers le terrain assurantiel. Mais vous avez raison. Bonjour, un peu récent. Deux questions. La première, vous avez évoqué le coût des sinistres incendie en Californie comparé au cyclone. C'est difficile d'avoir le constat, mais comment voyez-vous l'augmentation de manière générale, y compris pour des raisons climatologiques et autres, des coûts des sinistres dans votre secteur, notamment celui de la réassurance dans les années à venir? On a vu la réévaluation récente, y compris réglementaire, des primes que les réassureurs peuvent percevoir. Comment évolue la tendance? Est-ce qu'il y a un énorme problème? Et deuxième question, je sais que vous êtes un fervent admirateur de la régulation européenne, et ma question est, quel est le problème principal que vous souhaiteriez voir résoudre au niveau européen? Est-ce que vous m'autorisez à prendre des questions à l'envers? Est-ce que je peux, je rebondis sur la première question parce que je sais que sur l'analyse que vous faites de ce qui s'est passé en Californie du point de vue des primes et de ce qu'on a beaucoup entendu dans la presse sur le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas assurés, savoir quel est le biais qui a conduit à cette situation, on réévoque la question californienne. Alors, donc, je vais inverser mon plan. Je vais d'abord parler des sinistres. Effectivement, comme dit Pervenche, on peut peut-être mettre une loupe sur le sinistre incendie en Californie. La Californie, je l'ai ébauché, c'est un pays compliqué pour l'assurance. Compliqué parce que les tarifs sont extrêmement réglementés et le commissionneur est élu au suffrage universel. Aux États-Unis, c'est moite-moite. Hein. Moitié sont élus au suffrage universel, l'autre moitié, c'est désigné par le gouverneur de l'État. En Californie, des gros assureurs ont considéré qu'ils ne pouvaient pas obtenir les prix qu'ils souhaitaient. Là, je parle de State Farm, Allstate, Mercury, et ont fait savoir qu'ils allaient alléger leur position. Et évidemment, alléger leur position, principalement dans les zones à risque important d'incendie. La réaction de l'État de Californie a été de créer, et je pense que ça va sonner un ring-bell dans mémoire, aux esprits par rapport à des projets français, ils ont décidé de faire une cartographie des risques incendie. Et chaque année, le département des assurances publie la cartographie. Et la conséquence de cette cartographie, c'est que les assureurs doivent avoir au moins 85% de parts de marché par rapport à celles qu'ils ont dans le reste de l'État de Californie. Okay ? Ça veut dire que si vous voulez baisser votre part de marché dans les zones à risque, il faut baisser votre part de marché en Californie. Ce qu'on fait
ces deux grands acteurs que sont State Farm et Allstate. Bon. Et donc vous avez un bras de fer entre le département des assurances de Californie et les assureurs. Et donc il a été créé, parce que il y a un côté escalade de la violence, hein, ce que je vous raconte là, normalement, devrait faire l'objet d'une série télévisée. Avec une telle dramaturgie, je comprends pas qu'ils ne soient pas encore intéressés à ça. Donc, cartographie, les assureurs tiennent bon, continuent à sortir. À ce moment-là, on crée un outil particulier qui est le Fair Plan. Le Fair Plan, c'est alors EF c'est pour Fire, qui oblige les assureurs à prendre une part dans les couvertures que distribue directement le dit Fair Plan. Okay, bon. Tout ça prend un certain temps. Des incendies, il y en a, des incendies, il y en a pas, et patati maintenant. Mais là, avec ceux qu'on a eus au mois de janvier, il s'est passé quelque chose assez intéressant et révélateur au rapport de l'assurance en Californie. J'ai bien dit en Californie, pas aux États-Unis, en Californie. Puisque les premières estimations qui sont sorties grâce aux grands courtiers, c'est que le Fair Plan était exposé entre 4 et 6 milliards de dollars à ces incendies. Et que ses réserves, au moment considéré, étaient de 783 millions de dollars. Un gap. Non, faut pas s'affoler, mais il y a un gap. Mesure d'urgence, le Fair Plan a appelé 1 milliard de dollars, avec possibilité pour les assureurs de se recaver sans les enquiquiner, contrairement à ce qui se fait d'habitude, sur leurs tarifs. Donc ils vont pouvoir augmenter les polices en magasin. Ben, évidemment, 1 milliard, on va dire qu'ils avaient 1 milliard à peu près de réserves, ça fait 2. Alors si vous prenez la partie basse de la fourchette, il en manque 2. Si vous prenez la partie basse, il en manque 4. Bon. Là, on est rendu maintenant à est-ce qu'on va faire un deuxième appel de fonds? Si oui, combien? Les entreprises qui vont supporter l'appel, on les connaît, hein, c'est les membres du Fair Plan, donc les assureurs qui sont en Californie. Ou bien, on va passer à l'impôt. Est-ce que l'État de Californie va dire, c'est un mécanisme qui mérite une solidarité de tous les Californiens, je mets un impôt. Le risque étant que ce soit pas très très bien vu électoralement. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, même aux États-Unis, ils aiment pas l'impôt. Ouais, c'est un truc extravagant, mais c'est comme ça. Or, vous avez peut-être vu que dès le 9 janvier, le président Biden, qui était encore aux affaires, a enclenché l'aide fédérale en direction de la Californie. Et vous avez peut-être vu aussi que le 20 janvier, un nouveau locataire à la Maison Blanche, malheureusement j'ai pas son nom en tête, a scratché l'aide fédérale. Pourquoi? Parce que la Californie est un État démocrate. Le gouverneur est Monsieur Gavin Newsom, qui, semble-t-il, n'entretient pas des rapports totalement amicaux avec le président Trump. Or, si la Californie doit voter des impôts supplémentaires, etc., avoir un budget qui soit en difficulté, il faudra que le gouverneur de Californie vienne à la Maison-Blanche pour discuter l'état des finances de Californie. Ce qu'espère, semble-t-il, le président Trump. Et vous avez donc une bataille en marge de nos fameux incendies qui devient une bataille politique, puisque selon le choix qui sera fait par le gouverneur de Californie et son Sénat, évidemment, on aura ou on n'aura pas un match entre les deux côtes, représentées pour ce qui est de la côte Est, Washington DC, par le président Trump. Donc, pourquoi j'évoque cet aspect-là sur la question qui a été posée, c'est parce que on a vu qu'en France, on est en train de préparer une cartographie.
Alors nous, c'est pas pour les incendies, c'est pour les inondations. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller vers un mécanisme à la californienne, c'est-à-dire dire que les assureurs doivent avoir une part de marché, représentant un prorata de leur part de marché globale? Oui, non. Voilà. Nous, on a ça devant nous, et c'est une vraie question. Parce que le vrai risque, et ça, moi, je suis radicalement hostile à cette rhétorique, c'est on voit apparaître de temps en temps, moins maintenant, mais il y a eu une efflorescence il y a 4-5 ans, payer le juste prix pour l'assurance. Alors là, mais c'est vraiment quelque chose de totalement farfelu. Le vrai prix pour l'assurance, c'est quoi? Voilà, j'ai une voiture, en sortant d'ici, je provoque un accident et je mets quelqu'un en fauteuil roulant, et bien, mon vrai risque, c'est celui-là. D'accord? Donc, le juste prix, c'est quoi? Bah, ouais, faut que je paye 10 millions d'euros, quoi. Bon, je verrai mon juste prix. C'est complètement farfelu. Ça ne peut pas exister. Nous devons nous battre tous pour maintenir la mutualisation. Sans mutualisation, il n'y a pas d'assurance. On est dans l'épargne. Et ne pourront faire face aux sinistres que ceux qui auront une fortune personnelle. Et donc, on va faire appel à l'État pour dire, ceux qui n'ont pas de fortune personnelle, faut que l'État paye. C'est un système complètement différent. Ça a existé dans des pays dont le succès économique est indéniable, l'URSS, Cuba, je crois la Corée du Nord. Oui, des pays qui font envie. Bon. Nous, notre rôle d'assureur, c'est de nous tenir entre les deux bornes. La borne de l'individu, qui nous renvoie à la seule épargne, et la borne de la collectivisation complète, les régimes communistes. Bon. L'assurance, elle vit entre ces deux pôles. Qu'est-ce que on est prêt à admettre comme mise en commun? Et le champ de mutualisation est véritablement le curseur auquel nous devons être extrêmement attentifs parce qu'il est le vecteur de cet équilibre économique. Si on détruit la mutualisation, il faudra choisir ou un pôle ou l'autre. Et je pense que, en termes de maturité économique, il vaut mieux être sur cette situation intermédiaire qui après tout fonctionne. Et par parenthèse nous fait vivre. Hein. Donc rapidement sur la réglementation, qu'est-ce que j'aimerais changer ou je sais pas, c'est ça la question? Oui. Vous devriez changer le moteur. J'hésite beaucoup. Il y en a tellement. Non, j'hésite parce que il y a une actualité douloureuse qui est FIDA. Bon. Je vais quand même le dire. FIDA, le danger, c'est de faire le lit des GAFAM. Alors, il y a une gentille naïveté qui consiste à dire que les clients ont demandé à ce que leurs données soient partagées. J'aimerais savoir quels sont les clients qui ont demandé. Bon, c'est une sorte d'autosaisine. Mais le vrai danger, c'est de permettre aux GAFAM de capter tout ça et de venir nous voir après en ayant la main forte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est Solva 2. Sempiternel Solva 2, qui va fêter ses 10 ans d'entrée en vigueur le 1er janvier prochain. Bon, on a tout dit sur Solva 2, donc je ne vais pas alourdir le trait. Solva 2, c'est de l'hubris. C'est de l'hubris. Pourquoi? Nous, quand on se réveille le matin avec Thierry, on n'est pas toujours ensemble, mais quand on se réveille le matin avec Thierry, on a une espérance de vie de 200 ans. Non, mais ça fait envie, hein. Alors, quand je dis nous, c'est Covea. D'accord? Bon. Pourquoi? Avec un taux de défaut à 0,5. D'accord? Ça veut dire que on a 200 ans d'espérance de vie ou que sur 200 compagnies françaises, il n'y en a qu'une qui va mourir. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que pour remplir notre rôle d'amortisseur des soucis économiques, on doit se calibrer sur 2 siècles d'espérance de vie? Il me semble quand même que la réponse est plutôt non.
Je renvoie pas à Schumpeter et au principe de la destruction créatrice, mais sans aller jusque-là, est-ce que c'est raisonnable? Parce que ça n'est pas raisonnable, ça a pour conséquence de figer les capacités des compagnies d'assurance et donc d'entraver le développement économique. C'est ça pour moi le grand grief. Après ça, j'en ai d'autres. Hein. Après, vous pouvez quitter la salle, je continuerai tout seul à énumérer mes griefs. En France, on n'a pas de fonds de pension. Il y a une velléité qui date de 97. Jean-Pierre Thomas. Jean-Pierre Thomas a donné son nom à un texte sur les fonds de pension. On appelait ça des fonds de pension à la Thomas. Donc c'était bien. Sauf que cette loi de mémoire est intervenue en janvier ou février 97. Et ensuite, on a eu la dissolution miraculeuse qui fait que les fonds de pension sont partis avec eau du bain. Bon. On n'a plus jamais imaginé qu'il y ait des décrets d'application, une nouvelle loi, etc. Or, ça veut dire qu'une grosse partie de l'épargne et des capacités d'investissement dans un pays comme la France sont entre les mains des assureurs. Pas des seuls assureurs, mais en tout cas des assureurs ou des banques via leur compartiment assurance. Un pays qui n'a pas de fonds de pension n'a pas forcément intérêt à enfermer les assureurs dans une gangue extrêmement contraignante en termes d'investissement. On peut pas demander une chose et son contraire. Or, le fait pour la France de ne pas avoir de fonds de pension a cette conséquence que nous sommes entravés par la réglementation Solvay II. C'est là aussi un handicap pour le pays. 3, ça c'est pour vous faire sourire, les résultats de Partneret sont bons. On pourrait même s'en dire très bon. Plus Partneret gagne d'argent, moins ça bénéficie en solvabilité 2. D'accord? Les mécanismes de S2 sont totalement inadaptés à la réassurance. Donc, si j'étais un petit soldat de S2, je demanderais aux équipes de Partneret de surtout ne pas gagner d'argent. Chacun pourra apprécier le côté paradoxal d'une telle demande. Donc, il y a énormément de choses à corriger. Ça se fera pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, en ce qui concerne la réassurance, S2 est totalement à côté de la plaque. Bonjour, Ariel Le Bourdonnais, je travaille pour l'organisation Reclaim Finance. Et j'avais une question en vous écoutant. Vous avez parlé du changement climatique et je vois la table ronde d'aujourd'hui sur les enjeux de demain. Il y a 10 ans, vous connaissez très bien Henri de Castries, l'ancien directeur général du groupe AXA. On dit De Castres. Hein. De Castres. Ah non, il y tient. Ah, Henri est un ami, donc on dit De Castres. Disons Henri de Castres, alors, pas de souci. souci. On dit De Broglie. En tout cas, il y a 10 ans, il avait dit cette phrase qui était devenue un peu connue dans le milieu de l'assurance et avait dit un monde à 2 degrés serait sûrement encore assurable, un monde à 4 degrés ne le sera pas. On a vu l'année dernière, on est à plus 1,5 degré de réchauffement en 2024. On voit déjà les difficultés auxquelles font face le secteur de l'assurance, de la réassurance aussi, avec de plus en plus des réflexes. On va avoir des interventions des États pour développer des mécanismes publics-privés. On le voit, on a un régime CatNat en France par exemple, des discussions au niveau européen pour développer potentiellement demain un régime CatNat à l'échelle de l'Union européenne. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que vous craignez, avec le changement climatique, l'accélération de ces catastrophes naturelles? Est-ce que vous craignez pour votre profession d'assureur et de réassureur, non pas parce que vous ferez faillite, mais parce que l'assurance deviendra inabordable pour les particuliers, où on aura des interventions pour rendre ce secteur public? Je vais vous répondre, je pense que c'est souhaitable. C'est souhaitable. Premièrement, il faut bien voir qu'aujourd'hui, à condition de maintenir un champ de mutualisation équilibré et important, donc, l'assurance est peu coûteuse. Si vous prenez le prix, puisque le climatique, c'est beaucoup sur l'assurance habitation, le prix d'une cotisation annuelle d'assurance, c'est à peu près le millième de la valeur du bien.
je peux retourner la question en demandant qui est dans l'idée d'occuper sa maison ou son appartement pendant 1000 ans. Il y aura quelques personnes qui vont me répondre oui. À ce moment-là, j'appellerai les services hospitaliers de Sainte-Anne et je leur dirai qu'on a gagné un client. Bon. Donc, aujourd'hui, l'assurance, c'est habitation, hein, 1/1000 de la valeur du bien. Ça veut dire que même si on doublait, ce qui est gigantesque, les cotisations d'assurance, on serait encore à 1/500e de la valeur du bien. La question c'est, est-ce que un propriétaire, un occupant d'un logement, va refuser à partir de ce seuil de 1/500e, ce qui est gigantesque. Je parle d'un doublement. Donc je pense qu'on a encore, compte tenu de la modicité du coût de l'assurance habitation, une élasticité pour que les prix augmentent. Maintenant, je pense aussi que ça n'est pas la bonne réponse. Ça n'est pas la bonne réponse. Et ça rejoint votre question-remarque. On a un besoin impératif. C'est la réassurance, c'est des tranches. Hein, il y a un côté napolitain à la réassurance, même si c'est né plutôt à Gênes, ce qu'on appelle des layons. Okay, on va mettre les layers, on va prendre les risques en les découpant en strates. On doit arriver à faire la même chose avec éventuellement des intervenants différents. Le particulier prend sa part c'est la franchise, d'accord? Ensuite, l'assureur prend sa part. Ensuite, le réassureur, via les mécanismes de réassurance, prend la tranche suivante, et après on appelle l'État. Et c'est normal et c'est souhaitable, à une condition, c'est que l'État ne se contente pas d'avoir mis en place avec les assureurs et les citoyens, une sorte d'échelle de perroquet. Parce que si c'est uniquement pour dire voilà, la première tranche c'est jusqu'à 200 euros, c'est l'assuré, et puis à la fin de la journée c'est l'État, on ne fera rien. On ne fera rien. Le seul levier efficace, c'est, on va mettre sous la rubrique prévention, il faut accepter que soient prises des décisions un peu courageuses en prohibant certains types de construction à certains endroits, certaines urbanisations à d'autres endroits, etc., etc. Mais ça n'est pas un problème que seuls les assureurs et les réassureurs peuvent régler. Justement du fait, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, de la faiblesse du levier que représente la prime d'assurance. Si vous avez une construction dans une zone où il n'est pas souhaitable d'avoir construit, le levier que représente l'assurance pour vous faire changer de position, c'est 1/1000 de la valeur du bien. Ça marchera pas. Même si vous passez à 1/600e, même si vous passez à 1/700e, c'est trop petit. On a donc besoin de cette coopération entre les citoyens, les assureurs et réassureurs, mais dans le même sac, et les pouvoirs publics. L'assurance, qu'on présente parfois comme étant un formidable outil pour discipliner les populations par rapport à ces grandes questions liées au dérèglement climatique, je pense que, j'espère que c'est pas de l'hypocrisie, je pense que c'est un peu d'incompréhension, mais on exagère les capacités des changements que peut provoquer l'assurance par rapport à ce genre de situation. La cotisation, du fait de son prix, ne constitue pas un bras de levier suffisant. Donc, nous, on lance un appel, quand j'ai nous, c'est Covea, on lance un appel à la création d'un fonds de prévention, comme il existe prévention en climatique, comme il existe un fonds de prévention routière. La proposition est très très simple. On crée une association des assureurs, et les réassureurs sont bienvenus. On crée une association. Cette association, comme la prévention routière, reçoit 0,5% de la partie climatique des cotisations des contrats de multirisque habitation. Aujourd'hui, on met 0,5% de la RC auto à la prévention. D'accord? On propose, nous, de faire la même chose
pour le climatique. Assis, évidemment, le climatique, c'est principalement l'habitation, assis sur la partie climatique des primes d'habitation. Donc, c'est un appel qu'on lance parce que ça nous paraît être un moyen de sensibiliser davantage et de lutter contre cette dimension. Et éventuellement une proposition européenne là-dessus? Ou on va traiter ça que au national? Alors, non, mais aujourd'hui, l'Europe, ça ressemble un peu à ce que je disais tout à l'heure pour les États-Unis. Vous avez vu, c'était il y a 3 ans, je crois, 2 ans, Bernd, les inondations en Allemagne. Ce qui nous a, sidérés en tant que Français, c'est que 30% seulement des victimes d'inondations en Allemagne ont été indemnisées par la compagnie d'assurance. Parce que c'est une option, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans les contrats comme ça peut l'être en France. On prend un autre exemple. En Italie, 30% seulement des habitations sont assurées. Bon. Donc, comment on peut mettre en place, moi j'y suis favorable, hein, mais ça suppose un travail d'harmonisation des bases qui est quand même assez important. Et peut-être, puisque Noël approche, si je peux basculer sur les vœux, plutôt que de s'occuper de S2 et de FIDA, si nos autorités assurantielles voulaient s'occuper d'harmoniser certains dispositifs de couverture en Europe, on améliorerait la situation. Auront-ils le temps? Auront-ils le désir? Je ne sais pas. Bon. Mais, quand vous avez un pays comme l'Italie, où seulement 30% des gens sont assurés pour l'habitation, qui discute avec un pays comme la France, où on est à 99,5, je cherche quels sont les 0,5, ça doit être ceux qui vivent au milieu des bois. Bon. Vous ne partez pas du tout du même terrain. Donc, le champ de couverture, il sera forcément efficace dans un pays comme la France, il sera anecdotique ou totalement secondaire dans un pays comme l'Italie. Donc, il y a d'abord un travail d'harmonisation. Pourquoi est-ce que je rappelle que l'assurance habitation, c'est pas obligatoire, mais elle est enserrée dans un tel tissu de relations contractuelles qu'elle est de facto, pas de jure, obligatoire. Si vous êtes locataire, vous devez justifier à votre propriétaire. Si vous êtes propriétaire, vous devez justifier à votre locataire que vous êtes bien assuré. Mais on n'est pas en présence d'une assurance obligatoire au sens strict. On est en présence d'une assurance rendue obligatoire par son insertion dans toute une série de relations économiques. C'est sans doute ce qu'il faut faire. Mais on voit bien que, en partant de points aussi divergents que ce qui existe dans mon exemple entre la France et l'Italie, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, ça ne peut fonctionner que si préalablement, il y a un travail d'harmonisation qui est fait. On a encore le temps pour quelques questions. Merci. Bonjour, Marie-Lise Sicolet, présidente de Regulation Partners. J'avais une question justement sur le risque cyber que vous aviez un peu évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez suffisamment de données pour pouvoir bien calibrer les primes? Est-ce que Dora pensait aura un impact aussi positif avec les reportings sur les incidents et les pertes informatiques? Alors, aujourd'hui, il est clair qu'on n'a pas assez de recul et d'informations. Bon. Il me semble qu'un des moyens de répondre à cette difficulté, c'est de proposer d'abord des garanties forfaitaires. Voilà. C'est pas miraculeux, c'est pas merveilleux, c'est pas satisfaisant, c'est pas tout ce qu'on voudra, mais ça peut constituer un premier pas. Vendre des garanties qui vont être forfaitaires, pour que nous, assureurs, on sache quel est notre engagement. Parce qu'on peut toujours prendre des engagements farfelus, mais si on n'est pas là pour les tenir, l'intérêt est nul. Bon. Donc, peut-être, en forfaitisant des garanties, donc chaque entreprise va, quitte d'ailleurs à aller, ça se fait dans certains États américains, pour l'automobile,
souscrire auprès de plusieurs compagnies. Vous prenez une couverture à $1 million, enfin d'ici 1 million d'euros, 2 millions d'euros, en ayant une multiplicité de couvertures. Et après, en cas de sinistre, vous pouvez les faire jouer. Ça, c'est une possibilité. Ça permet aux assureurs de savoir quelle est la quantité de capitaux exposés et de pas faire d'énormes erreurs. Dora, oui, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de mieux appréhender les caractéristiques du risque. Or aujourd'hui, on a quand même besoin de le faire. Et puis, plus on aura un niveau de vigilance, de précaution, de défense contre les attaques pirates cyber, mieux c'est. Donc, en tant qu'assureur ou réassureur, je ne peux que considérer que les considérants ayant donné lieu mise en place de Dora sont évidemment éminemment utiles. Après, évidemment, sinon on n'est plus assureur. On va y rigoter sur les détails, mais ne pas le faire, ça serait gâcher le métier. Un immense merci au nom de la l'AEFR. Je crois que vous nous avez vraiment instruit, éclairé, donné une visibilité de ce qu'est aujourd'hui le métier de l'assureur et de la réassurance. Et au titre de l'AEFR, j'ai enregistré une proposition sur laquelle éventuellement il faut réfléchir et peut-être travailler ensemble pour l'apporter, s'agissant de l'assurabilité des risques, des grands risques. C'est un thème que nous avons déjà eu l'occasion de traiter à l'AEFR sous différents angles, mais j'enregistre ici une proposition nouvelle qui peut être utile. C'est mon quart d'heure ou c'est ma minute publicité. À la fois pour vous offrir 2 debate papers que nous venons de publier. L'un sur les fournisseurs de données ESG. On n'en a pas tellement parlé ce matin, mais je suis convaincue que c'est un thème qui vous intéressera puisqu'on est dans une situation de dépendance sur la qualité des données fournies qui vous permettent d'exercer votre métier et sur des enjeux de souveraineté qui nous semblent importants. Le deuxième papier, c'est sur les émissions de Scope 3 qui concerne aussi l'assurance. Et puis, je vais vous en donner un tout à l'heure sur la réouverture que nous proposons du texte conglomérat pour permettre d'assurer la partie activité financière et assurantielle des grandes plateformes, qui est, je pense, un thème qui pourrait aussi intéresser Covea. Et puis, je donne rendez-vous aux uns et aux autres le 19 juin pour une journée chargée avec en matinée les rendez-vous de la régulation et en fin de journée un rendez-vous que nous tiendrons chez Euronext sur une analyse des enjeux pour l'Europe et pour les marchés financiers de 6 mois de gouvernement nouveau aux États-Unis. Thierry Derez, un immense merci et à très vite.